Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Nouvel épisode de La Pointe consacré cette semaine aux différents championnats, donc que ce soit le championnat élite masculin, la National 1 masculin, le championnat élite féminin et focus sur les Coupes d'Europe côté Champions League et Eurocup qui avaient les huitièmes finales de retour. Commençons tout de suite, Frédéric, par Taverny-Nice en élite, puisque c'était, selon moi, le match le plus intéressant dans le bas de classement, à savoir, on l'avait dit dans le dernier épisode, qui allait prendre la dernière place. Eh ben, nous avons la réponse ce week-end, puisque Taverny s'impose à domicile 11-8 contre Nice. Et dans un match un petit peu comme ça en habitude, Nice qui démarre plutôt bien, et cette fois-ci, ils sont allés un petit peu plus loin que d'habitude. La première période leur est favorable. Ensuite, ils s'effondrent. Là, ils ont tenu un petit peu plus longtemps, puisqu'au niveau du score, ils sont allés jusqu'à 6-6. Et ensuite, ils encaissent 3 buts consécutifs de Rodriguez, Cochin, Zura, qui ramènent le score pour les Tabernaciens à 9-6. Et cet enchaînement leur sera fatal, puisqu'ils finissent par perdre 11-8, malgré donc les 3 buts de Balatz dans la dernière période. Il finira 3 buts dans ce match, et les 2 derniers buts de Laurentos côté Taverny qui scellent le score de ce match, dans un match finalement où Nice perd encore une nouvelle fois, prend la dernière place. Donc le score par période 2-2, 1-2, 3-1 pour Taverny et 5-3, et donc Taverny qui confirme sa progression, les matchs nuls qu'ils avaient pu faire dans la première partie du championnat, et là ils ont fait leur première victoire enfin. Donc les hommes de Samuel Doardon doivent être contents. Frédéric, est-ce que tu peux nous donner quelques informations supplémentaires sur ce match? Ouais, les données étaient limpides avant ce match-là. Nice était avant-dernier avec 3 points et Taverny avait fermé la marche avec 2 points. Bizarrement, même si Taverny était derrière, je vais pas dire que la dynamique était de leur côté, mais 2 points, ça signifie 2 matchs nuls avec 2 défaites au penalty. Donc ils avaient quand même réussi à accrocher 2 équipes. Nice, dans le même temps, comptait une seule victoire contre ces mêmes Tabernaciens à Jambouin, donc à Nice. Et puis Nice sortait d'une Coupe de France où ils avaient fini bon dernier, tandis que Taverny avait optimisé un petit peu en mettant une gifle à 7. Donc on avait hâte de voir un petit peu ce match-là. Et puis Taverny, exactement pareil que l'année dernière, l'emporte de 3 buts. L'an passé, c'était 13-10. Et repousse les Azuréens à la dernière place du championnat. Si on regarde un petit peu le match de plus près, comme tu l'as dit, il y a 2 périodes serrées, 4-3 pour Nice qui vire en tête donc à la fin de la deuxième, et puis qui dans la deuxième partie du match prend 8-4, qui donc amène les Parisiens à gagner 11-8. Est-ce que c'est physique, la baisse de rythme? Souvent Nice a du mal un petit peu à tenir sur la distance, et elle démarre souvent bien ses matchs comme tu l'as dit, et puis malheureusement pour eux, n'arrive pas à concrétiser. Et moi, je reste toujours sur ma théorie de la spirale négative qui fait que tu t'habitues à la défaite. Je fais un petit focus quand même sur eux parce que ça doit être assez terrible quand même de s'entraîner tout le temps, de s'entraîner régulièrement et de gagner, enfin de perdre systématiquement tous les week-ends. Psychologiquement, c'est pas facile. Il faut à chaque fois retourner d'entraînement, et les matchs, la fin de saison va être compliquée parce que les matchs que Nice peut accrocher, il y en a plus beaucoup, hein. Quand t'es dernier, t'essayes quand même de battre celui qui est juste au-dessus de toi. Il restera Reims, éventuellement. Après, au-dessus, ça sera compliqué. Une mauvaise saison pour les Niçois, qui suit quand même celle de l'année dernière, qui était pas terrible non plus. Et ça fait un peu, je vais pas dire mal au cœur, mais de voir ce club-là que tu connais mieux que moi, hein, mais qui a été quand même un club qui a glané 12 titres de champion dans les années 90-2000. Les voir comme ça occuper la queue du classement, il faudra analyser les choses du côté des Aiglons. Tout à fait, et c'est vrai que on n'aurait pas pensé forcément que Nice serait dans cette situation, même si de l'autre côté on voyait Taverny, une équipe qui progresse au fil
au fil des matchs, on l'avait évoqué, et puis là, si ça se concrétise, et comme tu viens de le dire, il faut s'imposer contre ceux qui sont juste devant, et là, ça a basculé du côté de Taverny, en région parisienne, pour pouvoir du coup occuper la 7e place et passer devant son adversaire du jour. Ouais, une défaite au penalty de Nice les maintenait quand même juste au-dessus, puisqu'ils auraient eu, ils auraient eu le même nombre de points, mais avec un goal average particulier favorable. Ça n'a pas été le cas. Trois buts chez le dernier, c'est quand même pas anodin non plus, hein. Donc voilà, écoute, je trouve que l'effectif est meilleur que l'année dernière, hein. Ils ont recruté une pointe, ils ont récupéré Kutovic, ils ont fait un échange Balache contre Paliermech qui est parti à Montpellier, et puis finalement et puis les jeunes ont pris une année de plus, hein, donc une année de plus à cet âge-là, c'est important en élite. Mais je trouve que l'équipe ne progresse pas, et comme tu l'as dit, l'équipe de Taverny, quant à elle, montre des progrès au fur et à mesure de la saison. Ouais, on verra ce que ça donnera sur les prochains matchs, si effectivement Taverny continue sa progression et vient embêter les autres équipes, et si Nice, effectivement, maintenant reste sans victoire, et leur seule victoire pourrait être que le match aller contre Taverny, justement. Donc on verra ce que ça donne. Je te propose de passer au deuxième match de cette soirée, qui voyait donc l'équipe du Cercle des Nageurs de Marseille se déplacer au stade Reims Natation. Bon, résultat un peu sans surprise, forcément dans le sens où Marseille s'impose 15-6. Mais dans un match peut-être pas si facile que ça, à part peut-être la deuxième période, où je pense, peut-être aussi la quatrième, puisqu'il s'impose 4-0 dans la quatrième et 6-2 dans la deuxième. Mais voilà, une équipe quasiment au complet côté marseillais. À noter l'absence de Tesanovic, remplacé par Arshak Ovanisian, et l'absence de Veloto, remplacé notamment par Spajic, et la présence de deux jeunes, dont un qu'on n'avait pas encore vu, Maxime Zindo, qui était sur la feuille, et Audouin de Rivers, qui était aussi sur la feuille. À noter juste Reims, qui gagne la première période 2-1 contre Marseille. Frédéric, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match-là? Ouais, Marseille qui était, on en parlera tout à l'heure, mais qui est de retour de Belgrade, avec la fatigue que ça génère, plus quand même la déception de la défaite d'un but, on en reparlera. Reims qui joue son va-tout, finalement 15-6 avec une dernière période à 4-0. Donc il y avait 11-6 début de quatrième. Il y a pas beaucoup d'équipes, hein, qui arrivent début de quatrième comme ça, seulement -5 contre Marseille. Donc Reims qui en plus se paye le luxe de gagner la première période de 1. Bon, l'écart entre les deux équipes à tous les niveaux est assez abyssal, mais écoute, Reims, on s'attendait évidemment à une défaite de Reims, hein, faut pas rêver, mais écoute, une défaite assez honorable vu les cartons que Marseille a l'habitude de mettre sur ces équipes-là. En tout cas, c'était mieux qu'à l'aller à Marseille, et c'est pas mal, les Rémois, dans la continuité de ce qu'ils font. Une équipe rémoise qui travaille aussi, hein, on a vu, avec des matchs régulièrement serrés. Équipe de Marseille qui sortait donc de son match de Coupe d'Europe, donc un peu fatigué, probablement par le déplacement. L'entraîneur Sepanovic qui continue un petit peu à faire tourner son effectif, hein. À chaque fois, on l'avait évoqué aussi, compte tenu de son nombre d'étrangers, il est obligé de faire tourner. Donc ce match-là, Tesanovic et Veloto étaient restés à la maison, sachant que je crois que Veloto, c'est ça la première fois qu'il est pas sur la feuille en championnat, et une alternance sur les gardiens assez régulièrement, ce qui fait les affaires de Arshak, justement pour pouvoir continuer à jouer dans ce championnat. Juste sur les buteurs, peut-être un petit focus sur les buteurs de ce match, même si on sait qu'il n'y a pas que ça qui compte. Mais on a le meilleur buteur marseillais, Boué, qui inscrit 4 buts dans ce match. Ensuite, en deuxième, on a Angal, 3 buts, Kruzia, 2 buts, Spajic, 1 but, Vernou, 1 but.
Laroumbé 2 buts, Marion Vernou 1 but, Bodegas 1 but. Une marque assez répartie et côté rémois, le capitaine Missy qui continue à tenir un petit peu son équipe avec 2 buts, Leovix 1 but, le Hollandais Williamsen 1 but et Krekovic 1 but. Marseille qui rentre dans la période la plus importante de sa saison, puisqu'on a bien compris que les objectifs marseillais, c'était de rallier pour la première fois le Final Four européen. Le championnat, ils vont évidemment être dans les 4, donc c'est pas leur préoccupation, je pense, actuelle, si ce n'est de passer les obstacles les uns après les autres, sans blessés, sans pépins. Et donc le boulot de Milos Stepanovic, ce sera ça, de maintenir les gars concernés, et puis d'espérer gagner les matchs sans avoir de soucis pour rallier le prochain match européen qui est l'objectif réel du club cette année. Complètement. Troisième match du coup de cette journée. Nous avions donc Strasbourg qui recevait donc l'équipe de 7 après une première période débridée où Strasbourg s'impose 6-5. Des fois on a ce score à la fin du match, là on l'avait sur la première période. Je pense que les équipes voulaient se rattraper de surtout Strasbourg, du précédent match, puisqu'il s'était imposé au pénalty, pour rappel, et 7 qui avait gagné son derby de l'Hérault. Victoire finale de Strasbourg 14-9, acquis en grande partie en deuxième période pour les Strasbourgeois, puisqu'ils s'imposent 6-1. Et le match se finit un petit peu, je pense que les équipes avaient beaucoup donné d'énergie sur la première mi-temps, et ensuite on a un 3-2 pour 7 dans la deuxième mi-temps. Frédéric, avant de passer un peu aux statistiques, qu'est-ce que tu peux nous proposer sur ce match ? C'est un match qui était intéressant, puisque comme tu l'as dit, Strasbourg sortait quand même même si la victoire était là, mais au pénalty seulement, donc à Reims, donc, qui est pour moi et pour eux, je pense, une contre-performance. C'était, je pense pas, inscrit comme ça sur le tableau de marche d'Olivier Chandieu. Et puis 7 qui venait d'aller gagner à Montpellier, où c'est évidemment jamais facile de s'imposer à Antigone, Montpellier qui avait fait quand même une très très bonne Coupe de France. En titillant Marseille, les Alsaciens se devaient de se remettre la tête à l'endroit. Ils l'ont fait de belle manière, puisqu'il y avait déjà 12-6, 22e. Donc la logique est respectée. Strasbourg reprend sa marche en avant. Et puis 7 lâche des plumes, mais dans un match où le favori s'est imposé. Oui, et à noter donc côté statistique, on a le meilleur buteur strasbourgeois, Popadic, qui est fidèle à son statut puisqu'il inscrit 4 buts dans ce match, suivi par Gardasevic, Misic et Petkovic. Les joueurs des Balkans qui marquent 2 buts chacun. Ensuite, on a Steven Vitran à 1, ainsi que Aubin de Nux. Loris Canovas, un petit peu en baisse sur son rythme de buteur, et Aaron Mehdi qui marque aussi un but côté strasbourgeois. Côté sétois, on a Docarmo, pareil, le meilleur buteur du championnat qui marque 3 buts. À noter que Paul Garcia, lui, par contre, qui était le co-meilleur buteur quasiment de 7, n'inscrit pas de but dans ce match, donc peut-être qu'il a pesé aussi sur le score final et dans un match qui n'a pas finalement été très serré à part la première période. Et ensuite, on a Tomic, donc le retour de Tomic, 2 buts, ainsi que Sauton, 2 buts. Et ensuite, on a Carsanti et Da Silva avec 1 but chacun. À noter aussi que Tomic finit avec 3 exclusions. Donc on sait que lors du match à Montpellier, petit souci avec Tomic. Donc l'entraîneur Fournier ne l'avait pas trop fait jouer, mais là il pèse un petit peu pour son équipe avec ses 2 buts marqués et malheureusement sanctionné par 3 exclusions. Il nous restait donc un dernier match qui aura lieu ce soir, que Pays d'Aix Montpellier, donc Aix qui reçoit Montpellier dans ce match toujours assez indécis. Est-ce que les hommes d'Alexandre Don Simoni seront gardés leur hégémonie dans le bassin aixois?
ou est-ce que Montpellier arrivera à s'imposer? Réponse dès ce soir, et on y reviendra lors d'un prochain épisode. Christophe, on passe au classement. Donc, on a 4 équipes avec 9 matchs et 4 équipes avec 8 matchs. Donc, tu l'as dit, Aix a un match en retard à jouer contre Montpellier et Marseille a toujours son match en retard contre Taverny. Ce qui nous donne Marseille 24 points, Aix-en-Provence 20 points, Strasbourg 19, 7, 13. Donc, qui, malgré sa défaite, maintient évidemment sa place dans le top 4 puisque Montpellier n'a pas joué. Montpellier 11, d'où l'importance quand même du match Aix-Montpellier. Reims qui reste à 7 points. Taverny qui fait la bonne opération, si je puis dire, de cette journée, hein, qui est maintenant à 5 points. Hein, c'est cette victoire plus les 2 matchs nuls. Et Nice, 3 points. C'est à noter quand même que Taverny, les pénaltys, on sait très bien que c'est toujours un petit peu aléatoire. Mais si Taverny avait eu la chance de gagner ces 2 matchs au pénalty, il serait égalité avec Reims. Donc, à suivre cette fin de saison, il y aura un Nice-Reims et il y aura un Taverny-Reims qui, pour la lutte en bas, va être très très important. Complètement. On passe du coup du côté de la Nationale 1, donc championnat passionnant, où là, donc, il y avait 6 matchs, donc une journée complète. Premier match de ce championnat N1, donc duel parisien entre Livry-Gargan et Choisy-le-Roi. Choisy-le-Roi, on le répète régulièrement, équipe promue dans ce championnat N1. Et malgré l'ampleur du score, donc Livry s'impose 20-10. Un match assez serré finalement pendant 3 périodes, puisque 12-9 en faveur de Livry. Et par contre, une quatrième période où Livry a mis une fessée, je vais dire comme ça, 8-1 à l'équipe de Choisy-le-Roi. Et du coup, 20-10, score final. Frédéric, un commentaire déjà? Oui, tu fais bien de préciser ça, hein, parce que quelqu'un qui n'a pas le score par période, 20-10, c'est quand même assez parlant. Et puis finalement, on s'aperçoit que Choisy s'est accroché, a fait plus que s'accrocher, puisque Livry est quand même une des équipes phares un peu de ce championnat. Hein. Livry se bat pour être sur le podium. Et puis Choisy a résisté avec ses armes pendant 3 périodes avant de s'écrouler. Alors je ne sais pas si c'est physique, si c'est des fautes graves, si c'est des mauvais choix, etc., etc. Mais cette dernière période fait tâche un petit peu par rapport au reste du match. Mais comme tu l'as dit, le promu quand même qui fait presque jeu égal avec une équipe du top 3-4 pendant 3 périodes, c'est à souligner. Et Choisy, malgré l'ampleur du score, n'a pas démérité quand même. Deuxième match, l'équipe de Arnes qui recevait le Racing Club de France, et Arnes qui reprend sa marche en avant en s'imposant 17-12. Juste la première période 3-3, et ensuite petit à petit Arnes a construit sa victoire, 5-3 dans le deuxième, 5-3 dans le troisième quart-temps, et enfin 4-3 dans le dernier quart-temps. Frédéric, je sais que tu aimes bien l'équipe de Arnes, est-ce que tu peux nous compléter? Ouais, non, mais une équipe de la première moitié du classement qui reçoit une équipe de la deuxième moitié, sachant qu'il y a un écart quand même, si tu regardes le nombre de points entre les 5-6 premiers et le reste du plateau. Donc Arnes qui s'impose logiquement, qui a eu un petit passage à vide ces derniers temps, mais qui se devait de gagner ce match-là, hein, puisqu'ils étaient favoris au classement et en plus ils recevaient. Donc Arnes qui fait le boulot, 17-12, pas grand-chose à dire, un résultat en tout cas qui était plus ou moins attendu. Troisième match, le leader invaincu Douai recevait Saint-Jean d'Angély. Pas de surprise non plus, hein, 24-10 en faveur de Douai, 6-3, 4-3, 5-3, et là, pareil, un peu comme Choisy, 9-1 dans la dernière période. Pas plus de commentaires que ça. Douai qui continue son cavalier seul, qui enchaîne les matchs les uns après les autres. Saint-Jean, toujours en difficulté. Frédéric? Ouais, c'était le match des extrêmes. Alors pas au niveau du classement, hein, puisque certes Douai est premier, mais Saint-Jean n'est pas dernier. C'était le match des extrêmes au niveau c'était la meilleure attaque. Douai, 250 buts marqués. Je répète, 250. Qui recevait la plus mauvaise défense du championnat, Saint-Jean, 247 buts encaissés.
ce qui est assez énorme en 14 matchs, pardon. Et on se demandait un petit peu comment ça allait tourner pour les malheureux Angériens, j'allais dire. Et puis 24-10, donc Douai qui reste dans ses standards, à peu près 24 buts marqués. Et puis Saint-Jean qui est loin de ses bases, a quand même du mal à pas prendre l'eau. Bon, alors là, c'était encore plus un résultat qu'on attendait, puisqu'on voyait pas Douai trébucher chez lui contre Saint-Jean, donc score logique. Quatrième match, Givors recevait Thionville. Thionville qui avait enregistré assez récemment sa première victoire. Là, un score un peu surprenant, je trouve, dans l'ampleur du score, puisque Givors était un peu en difficulté sur les derniers matchs. Ils avaient perdu à domicile, il me semble, sur la dernière journée. Et là, qui s'impose 21-8, donc le score par période 5-0, 3-2, 4-4. Et là aussi, encore un match 9-2 dans la quatrième période. Alors, je sais pas ce qu'elles ont les équipes qui se déplaçaient. Peut-être elles ont eu des déplacements compliqués, mais 3 sur 4 matchs qu'on vient d'évoquer, 3 matchs avec des scores qui pourraient être des scores de fin de match, presque quelquefois. Et là, donc un score assez important. Et donc Givors 9-2 dans la dernière période contre Thionville. Voilà, une équipe qui s'effondre complètement, comme Saint-Jean et comme Choisy-le-Roi. Bon, un peu surprenant. Ouais, je m'attendais à une victoire de Givors, mais effectivement 21-8, ça fait lourd quand même, puisque c'était un déplacement pour Thionville qui, je pense, devait avoir quelques ambitions, puisque Givors est pas très très bien classé. Donc Thionville avait grappillé des points contre Moulins au penalty et il boxe à peu près dans la même catégorie que ces équipes-là, les équipes du bas, donc Saint-Jean, Givors. Puis là, c'est une sacrée claque quand même, 21-8, avec, comme tu le dis, des dernières périodes où je pense que ces équipes de bas de tableau font pas beaucoup tourner parce qu'elles ont pas beaucoup les moyens de faire tourner. Les gars jouent tout le match, un ou deux joueurs leaders qui jouent tout le match et qui prend 3 fautes, et tout d'un coup, il y a un déséquilibre qui se fait. Et je sais pas si c'était le cas là comme ça, mais en tout cas des dernières périodes qui sont parlantes avec des 9 buts sur une période. C'est à souligner en tout cas. Et puis Givors qui prend des points importants pour la suite de son championnat. Avant d'aborder donc les 2 derniers matchs, avant-dernier match, Union Saint-Bruno Nautic Club Moulinois. Alors là, je sais pas s'il y a eu un bug ou pas. En tout cas, Bordeaux qui s'impose 6-1 contre Moulins à domicile. 0-0 sur la première période, 0-1 deuxième, 4-0 puis 2-0, donc un match, on vient de le dire, voilà, sur les autres matchs, sur la dernière période des matchs précédents, fait plus que ce match-là, donc assez étonnant. Donc je sais pas si qu'est-ce qui s'est passé du côté de Bordeaux, mais un score étonnant. Un score extrêmement étonnant. Voilà, Bordeaux, on sait que c'est l'équipe classée numéro 2. Leur seule défaite est contre Douai. Et là, même s'il y a que 5 buts d'écart, ça aurait pu faire un 11-6, ça aurait été pareil. Mais là, c'est 6. Ouais, Christophe, un score étonnant dans tous les sens du terme. Alors, on peut le lire de différentes façons. Moulins qui marque un seul but en 32 minutes. C'est quand même assez rare maintenant de pas scorer. En plus, ils le mettent. C'est eux qui menaient, donc ils menaient 1-0 fin de deuxième. J'ai pas souvenir d'un match à 1-0 au bout de 2 périodes. Bordeaux qui n'arrive pas à marquer un seul but en 2 périodes à la maison contre Moulins qui est avant-dernier. On est sur un score de foot quand même clairement. Et puis quand même, je pense qu'il a dû y avoir quand même une petite secousse à la fin de la deuxième. Bordeaux qui ensuite met 6-0 dans les 2 dernières périodes, mais 6-1, j'ai pas. Comme tu l'as dit, il y a des scores à plus 5 qui finissent à 10-5, etc. Mais 6-1, j'ai pas souvenir. Et 6-1, c'est moins que les scores de Livry, de Givors, etc. sur une seule période. Un résultat un petit peu. Alors Bordeaux gagne, c'est logique, mais c'est vrai que la configuration du match est un peu particulière quand même. Et dernier match, donc on a gardé le meilleur pour la fin, Mulhouse qui recevait l'AS Monaco. Donc petit rappel avant de donner le score, Mulhouse dans le match aller était allé s'imposer
à Monaco. Et bien là, on a inversé la vapeur puisque c'est Monaco qui s'impose à l'extérieur contre Mulhouse, 13-10, dans un match plutôt dominé sur la première mi-temps par Mulhouse puisqu'il y avait 8-6 et en deuxième mi-temps, donc un peu peut-être la peur au ventre pour les équipes puisque le score est de 1-0 en faveur de Monaco dans cette troisième période. Et Mulhouse, alors je vais pas répéter encore ce que j'ai dit, mais pas qui s'écroule, mais en tout cas qui se prend un 6-2 dans la dernière période, et du coup qui voit les Monégasques s'imposer à l'extérieur, conforter, si je dis pas de bêtises, la troisième place, donc un match qui peut avoir vraiment son importance pour la fin du championnat. Mais Frédéric, je te laisse compléter sur ce match. Ouais, ben, on se doutait que Livry allait battre Choisy et que Arnes allait gagner aussi son match contre le Racing. Ce qui fait que dans le cas d'une défaite de Monaco à Mulhouse, Monaco serait passé sixième du championnat, puisque Livry et Arnes et Mulhouse seraient passés devant. Monaco, qui a fait la grande partie de ce championnat dans les 3-4 équipes, serait tombé à la sixième place. Alors certes, en perdant à Mulhouse, tout le monde ne va pas aller gagner à Mulhouse. J'étais allé voir le match aller où ils avaient pas joué. Enfin, je retire rien de la victoire de Mulhouse, mais ils avaient plus perdu le match un peu bêtement. Ils menaient de 2 buts et puis après, un peu le péché de jeunesse, ils s'étaient un petit peu emballés en pensant que le score était fait. Là, je pense qu'ils ont appris de ces erreurs-là. Et puis, Mulhouse avait très bien commencé le match, 8-6, 8-6. Il y a eu un 1-0 où, à mon avis, ça a dû grandement nager dans cette période-là. Quand il y a 1-0, il n'y a pas beaucoup d'arrêt de jeu, évidemment, à moins que les coachs aient pris des temps morts. Et je pense que c'est peut-être la raison qui explique le 6-2 de la dernière. Peut-être que Monaco était plus frais avec une équipe qui nage. Et donc, ça explique peut-être le 6-2. Mais 3 points qui sont cruciaux pour eux parce que s'imposer à l'extérieur, c'est jamais facile. Contre une équipe forte qui vous a battu à l'aller. Donc, Monaco obtient à Mulhouse une précieuse victoire qui va les conforter au classement de ce championnat. Oui, une équipe monégasque, rappelons-le aussi promue, qui est un peu la surprise de ce championnat parce que je ne sais pas quels étaient leurs objectifs précis, mais je pense que c'était pas forcément d'occuper la troisième place le 8 février, et du coup, ils sont là, et bien là, et aller titiller une écurie de N1 comme Mulhouse quand on connaît les ambitions qu'avait le club en début de saison, c'est pas rien. Donc une équipe qui travaille bien, puisque petit à petit aussi, ils arrivent à affronter et battre les équipes qui sont un peu plus rodées qu'elles dans ce championnat N1, et Monaco qui occupe la troisième place. Ouais, Christophe, si tu enlèves... alors, tu as parlé d'un club promu, j'allais dire c'est un club doublement promu. Il y a 2 ans, Monaco était en N3, donc champion de France de N3, promotion en N2, champion de France de N2, promotion en N1. Et puis là, les choses se compliquent un peu parce que autant tu peux faire la différence dans ces divisions-là qui sont encore un peu, je vais pas dire faibles, mais là, la N1, c'est déjà une marche quand même un peu au-dessus. Si tu enlèves, alors c'est une équipe que je connais bien puisque je les vois assez souvent à l'entraînement puisque je vais m'entraîner et donc je les vois quasiment tous les jours. Si tu enlèves Florian Payan, qui est né, leur capitaine, qui est né en 90, le reste, c'est que des gamins, que des 2007. C'est-à-dire qu'entre lui qui est né en 90 et si je mets Pablo Lotero de côté, qui fait des matchs de temps en temps mais qui joue pas tout le temps, le reste après c'est des 2007 quoi, 2007, 2008, 2009. Donc c'est des jeunes de 15, 16, 17, 18 ans, une équipe qui travaille bien et qui Julien Guillotot les entraîne, les coachs et puis avec un travail de formation qui a été bien fait en amont, et le club récolte les fruits de ça. Troisième place, c'est quand même pas rien derrière Douai, qui à mon avis est une équipe qui devrait évoluer en élite normalement, donc qui est peut-être un peu trop faible pour l'élite, mais qui est beaucoup trop forte pour la N1 en tout cas. Et puis Bordeaux, c'est un peu un cas un peu différent. Bordeaux, c'est pas le même cas que Douai. Mais donc Monaco tire son épingle du jeu dans ce championnat, et
et puis continue de surprendre avec ce groupe hyper jeune. Ouais, et donc Pablo Lotero était sur la feuille de match, il a pris une exclusion. Et ensuite, petite question, peut-être tu pourras nous compléter ça, mais il y a beaucoup de consonances étrangères quand même dans l'équipe. Est-ce qu'ils ont des étrangers ou est-ce que tu disais que c'était une équipe très jeune, mais si je prends un Malichev, si je prends un Novaksic, un Danovski, on pourrait penser que c'est Alors, des joueurs, est-ce que c'est des joueurs étrangers ou est-ce que c'est des... non, Monaco, c'est évidemment un pays, hein, c'est pas une ville, hein, c'est un pays Eh oui. très internationalisé avec des résidents monégasques ou des gens qui habitent aux alentours et qui viennent. Donc Dario Danovski, c'est le fils de Dari qui a évolué longtemps à Montpellier, donc qui joue pour l'équipe de Bulgarie chez les jeunes, mais qui, je crois, pour en avoir parlé à Dari récemment, va devenir français quand il aura 18 ans. Il a son petit frère Apollo derrière, qui est un 2009, qui va suivre aussi. Malichev, c'est israélien qui joue. Son petit frère Arseni joue pour le gardien de but dans l'équipe d'Israël chez les U16, je crois, ou U14. Max Malichev, c'est pareil, c'est un russo-israélien. Je sais pas s'ils ont la nationalité. Je pense qu'ils ont la nationalité sportive française, puisque normalement, mais ils ont tous en fait, de par le fait qu'ils soient gifs, hein, puisque ils sont tous gifs puisqu'ils ont des années de pratique avant leur 18 ans. Enfin, je suis pas sûr de la règle des gifs, mais je pense que c'est ça. Camille Dervieux, évidemment, il est français. Et puis après, oui, ils ont la nationalité. Il y a beaucoup d'Italiens. Il y a beaucoup de joueurs d'origine italienne. C'est pas forcément des Italiens, mais des joueurs d'origine italienne. Et donc voilà, c'est un espèce de melting pot, mais tout le monde parle français, évidemment, hein. C'est des gamins qui vont à l'école à Monaco qui parlent français, donc une équipe melting pot, mais avec des joueurs quand même qui ont la nationalité sportive française en tout cas. Tu nous fais un point classement du coup, même si je pense qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Il n'y a pas beaucoup de changements, c'est vrai. Donc Douai est toujours pareil, hein, 14 matchs, 14 victoires. Bordeaux, donc 42 points. Bordeaux 36 à 6 points, mais avec un match en retard. Monaco, donc qui s'installe avec un match difficile en moins à jouer en plus. Donc Monaco troisième seul avec 29, talonné par Livry 28, talonné lui-même par Arnes 27. Un petit décroché, mais Mulhouse peut encore y croire, hein. Ils ont 24 points, donc ils sont pas loin non plus, ils sont pas irrémédiablement décrochés. Après, on passe à la deuxième partie, celle qui est ce mini championnat. Donc, j'allais dire, il y a un championnat entre Choisy, Givors, Racing. Choisy mène la danse avec 13 points, Givors 11, Racing 11. Choisy qui se débrouille pas mal. Ensuite, on a Moulins-Saint-Jean à la lutte avec 7 points tous les deux. Moulins étant devant Saint-Jean au goal average. Là, les gros problèmes défensifs quand même de Saint-Jean les condamnent un petit peu à avoir un goal average qui est inférieur. Et puis Thionville qui ferme la marche avec 2 points et qui est dernier de ce championnat. Voilà ce qu'on peut dire pour la N1. Parfait, merci Frédéric. Troisième championnat français que l'on suit, donc l'élite féminin. 4 matchs au programme sur 2 jours, donc samedi, dimanche. Premier match, Toulon se déplaçait à l'INSEP. Surprise peut-être sur l'ampleur du score, mais hiérarchie respectée. L'INSEP qui s'impose 16-6 tout de même contre Toulon. Avec un score par période 4-1 première période, 3-2, 4-1 et 5-2. Voilà, les INSEPiennes qui s'imposent assez facilement dans ce match et Toulon qui continue son apprentissage dans ce championnat élite. Deuxième match, Nancy-Bordeaux, donc on l'avait dit dans l'épisode précédent. Revanche de la demi-finale du trophée Alice Mia et cette fois-ci un match beaucoup moins serré puisque Nancy s'impose à domicile 13-8, donc on évoquait le retour un petit peu aux affaires des Nancéennes, c'est chose faite. Donc Bordeaux était deuxième avant ce match-là, et donc là, on dégringolait un petit peu au classement. Enfin, en tout cas, ça va se resserrer. Donc 13-8 pour Nancy. À la mi-temps, on avait un 7-2 tout de même. Et Bordeaux qui remporte la dernière période 2-1, mais le match était déjà joué.
et donc les joueuses de Lord Gautreau qui s'imposent finalement assez facilement. Match donc un peu des mal classés, Choisy-le-Roi contre Saint-Jean d'Angély. Et Saint-Jean d'Angély aussi qui avait enchaîné quelques défaites, et là a su à l'extérieur s'imposer 11-8. Donc Choisy, que ce soit en homme ou en femme, qui perd ces 2 matchs, un à l'extérieur et l'autre à domicile. Un partout, 3-3, 3-2 en faveur de Saint-Jean et 4-2 aussi dans cette dernière période. Dernier match, donc Lille-Nice. On n'a pas le score au moment où on enregistre cet épisode, mais compte tenu des matchs précédents, Lille qui devrait s'imposer contre Nice, après à connaître l'ampleur du score. Est-ce que Nice prépare ce match et jouera ce match pour préparer la suite, ou est-ce qu'ils ont pour objectif de titiller l'équipe lilloise? À suivre sur tous vos réseaux sociaux. Faisons un petit point classement donc élite féminin. Donc l'incidence donc de la défaite de Bordeaux. Bordeaux réussit à garder sa 2e place, donc derrière Lille. Nancy qui se replace à la 3e position. Donc si je donne un petit peu les points, Lille 21 points, Bordeaux 20 points, Nancy 16. 4e Nice, donc avec un match en retard, 15 points, qui pourrait du coup en cas de victoire repasser devant Nancy, mais je pense qu'il y a peu de chances quand même que Lille perde à domicile. En 5e, l'INSEP 15 points, donc égalité avec Nice, ça se fait à la différence de but. 6e, Saint-Jean d'Angély, 7e, Toulon, et Choisy-le-Roi, dernier avec 0 points, qui est donc 8e. Je vous propose de passer sur les Coupes d'Europe, peut-être commencer par la Champions League, puisque nous avons encore un club qualifié dans ce top 8, qui est le Cercle des Nageurs de Marseille. Et Marseille, malheureusement, qui s'incline à l'extérieur d'un but. Mais Frédéric, je te laisse nous commenter ce match. Il reste 8 équipes qualifiées donc dans cette Champions League, réparties donc en 2 poules de 4. Les 2 premières de chaque poule valideront leur billet pour le Final Four. Comme tu l'as dit, il nous reste une équipe française qui est le Cercle des Nageurs de Marseille, qui a, j'allais dire, une vraie possibilité, ça ne veut pas dire qu'ils iront, mais ils ont une vraie chance quand même d'atteindre ce dernier carré. Ils sont tombés dans une poule avec Novi Beograd, Olympiakos et Jadran Split, et donc ils entamaient cette 2e phase de la compétition en déplacement à Novi Beograd. Novi Beograd qui marche très très bien ces derniers temps, Živko Gocic, l'entraîneur, enregistre des résultats quand même qui sont probants. Ça reste quand même Novi Beograd, le champion de Serbie, donc le champion du pays, champion olympique. Donc tu te déplaces pas quand même n'importe où, même s'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont été titrés à Paris, il y en a quand même, agrémenté en plus par la doublette grecque Skountakis-Vlachopoulos. Skountakis qui était absent sur ce match-là, mais Vlachopoulos qui est bel et bien là. Écoute Christophe, j'ai vu un super match de polo, un match d'un très haut niveau avec du suspense, avec des beaux buts, j'ai vraiment emballé emballé par la qualité de shoot, la qualité d'appui, la qualité de fixation, la puissance au shoot, la précision. Et être gardien dans ces matchs-là, ça doit être quand même compliqué. Et vraiment un match où il y a tout eu. Il y a eu aussi le suspense. Le Cercle a perdu, mais j'aime pas ces défaites encourageantes. Mais voilà, Belgrade a fait le nécessaire, c'est-à-dire commencer sa campagne à la maison par une victoire. Le Cercle avait super bien démarré le match, puisqu'il menait 3-0, donc même si évidemment à 3-0 il reste beaucoup de temps, mais c'est toujours bien de bien commencer ces matchs comme ça. Et puis Belgrade a recollé tout de suite à 3-3, donc ça a été un chassé-croisé assez permanent. Le Cercle est reparti devant en menant 6-4. Et puis là est venue une période un petit peu délicate quand même pour Marseille, parce qu'on est passé de 6-4 en leur faveur à 12-8 pour Belgrade. Donc le Cercle a encaissé un 8-2. Plus trop de solutions en attaque, un petit peu d'échec au tir. Et puis en face,
en face, ça s'est mis un petit peu à jouer. Puis 12-8, on s'est dit, tout le monde, hein, même je pense les Serbes se sont dit que c'était que le plus dur était fait et que c'était plié. Et puis Marseille, par l'entremise de son capitaine Hugo Krousilla, qui a marqué 2 buts de suite et a vite revenu à 12-10. Il y a un penalty raté par les Serbes qui était quasiment un petit peu le tournant du match. Veloto, à 4,46, shoot pas souvent Veloto, mais quand il shoot, il marque quand même. Il a son petit shoot quand même qui va bien et précieux. Donc Marseille qui recolle, enfin qui est à -1 à 4,46 de la fin du match. Perlainovic qui a été très très bon sur ce match-là, au scoring, dans l'intention de fixation, et puis il a quand même toujours un sacré bras à 38 ans, qui égalise à 1,58 de la fin. Donc Marseille qui passe d'un 12-8 à un 13-13. Là, on s'est dit que tout était possible et que la dynamique avait changé de camp. Malheureusement, Milo Tchouk, qui fait partie des médaillés d'or olympiques à Paris et à Rio aussi, hein, lui, il est double champion olympique. 14-15 secondes après l'égalisation de Perlainovic, sur une attaque comme ça, il shoot, un shoot surprise sans trop de préparation, donc il repasse devant à 14-13. Et puis Marseille qui va un peu se casser les dents, et Vlachopoulos met le dernier clou sur la défaite marseillaise en marquant à 15 secondes de la fin le 15-13. Et puis le but de Thomas Vernou à la fin est un peu anecdotique, puisque Marseille n'avait plus le temps de se refaire. C'est dommage parce que Marseille a fait un match quand même valeureux, mais c'est le très très haut niveau là, en tout cas en club. Ça se joue souvent quand même sur des détails comme ça, et j'ai eu peur à 12-8. Je sais pas si c'est le goal average particulier qui détermine les places, mais un 12-8, ça aurait été compliqué quand même de passer devant au retour. Et puis là, 15-14, il faudra gagner. Il faudra de toute façon, pour se qualifier dans le top 4, il faut soit tu fais 3 victoires à la maison et tu prends 9 points et tu essaies de limiter la casse à l'extérieur, soit il faudra aller chercher quelque chose quelque part. Marseille lance cette deuxième phase par une défaite, mais je pense qu'il y a des choses positives à retenir. En tout cas, j'ai vu du polo vendeur. Si les télévisions s'intéressaient un petit peu à notre sport, j'ai vu un super match de water-polo. Oui, merci Frédéric. Et effectivement, aussi, dans l'autre match, Olympiakos qui se déplaçait à Split, un match aussi serré, même si, Olympiakos, on sait, est une écurie rompue aux phases finales de la Champions League, hein, qui s'impose à l'extérieur 12-11. Donc les autres équipes qui sont dans la poule de Marseille nous promettent des matchs, je pense, extrêmement serrés, d'une qualité et d'une intensité, comme tu viens de l'évoquer, assez importante et assez incroyable. Donc j'invite tous nos auditeurs à suivre ces matchs-là, parce que s'ils veulent voir du beau polo, c'est l'occasion de regarder ces matchs, et une campagne qui quand même peut s'avérer compliqué, parce que chaque sortie ou chaque réception, il faudra tout donner si les Marseillais veulent passer. Je pense que ça va se jouer vraiment à pas grand chose dans cette poule, parce que les équipes ont l'air à peu près toutes du même niveau. Donc mais Split comme Marseille était mené de 4 buts. Je m'attendais un peu à un match, il y avait 6-2, donc je m'attendais pas à ce que Olympiakos déroule, mais quand même il y avait plus 4. Et puis finalement, ça finit à -1, avec le 12-11, il n'y avait pas 11-11, 12-11, il y avait 12-10, 12-11, ce qui est quand même différent. Split marque son 11e but à 16 secondes de la fin. Petit focus juste sur Gueni Dounias, qui est un joueur que j'aime beaucoup, qui ne déçoit jamais, qui est toujours au rendez-vous, depuis 10 ans, que ce soit avec la Grèce ou avec Olympiakos, qui est toujours fidèle à Olympiakos, qui met 5 buts dans ce match-là. Et donc une victoire précieuse quand même d'Olympiakos, qui s'évite le piège croate. Et Marseille ça sera dur d'aller ramener quelque chose d'Olympiakos, parce que c'est une équipe sérieuse qui s'est renforcée avec Kakaris et Zalanki, excusez du peu. Et donc Marseille devra battre, je pense, 2 fois Split déjà pour commencer, et puis battre Belgrade à la maison, parce que c'est compliqué quand même de se qualifier face à une équipe qui t'a battu 2 fois. Donc il faudra battre Belgrade à la maison, 2 fois Split, et arracher quelque chose contre Olympiakos au cercle. Après, je pense que Olympiakos
On le verra, j'espère que Marseille sera en mesure au moins de les battre à domicile. De fortes chances, je pense, dans cette poule qu'Olympiakos finisse à la première place. Après, on verra. Là, c'était le premier match de la deuxième phase. On verra ce que ça pourra donner. Je te propose qu'on voit l'autre poule, donc où on avait Oradea qui recevait l'équipe de Savone. Et Savone, bon là, qui s'impose 17-11 à l'extérieur. Après avoir quand même passé un 7-4 en deuxième période et un 5-2 en troisième. Donc Savone, bon, qui remplace Reco sur cette Champions League, puisque suite à leur forfait et leur présence en Eurocup, et on y reviendra juste après ces résultats-là, en tout cas qui prend des points à l'extérieur contre l'équipe roumaine. Frédéric. Ouais, Oradea, de ces 8 équipes, c'est le petit poussé, faut pas se mentir. Je pense qu'ils auront du mal à prendre des points dans cette poule-là, puisque les deux autres équipes, c'est FTC et Ferencváros, et Barceloneta. Donc, mais c'est bien, et ça fait très longtemps, je sais pas si c'est déjà arrivé d'ailleurs de voir une équipe roumaine dans le top 8, je parle pas des années 70-80, mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une équipe roumaine, donc Savone, qui est une équipe solide, drivée par Angelini, qui est un peu à l'image de son coach quand il était joueur, un joueur qui lâchait pas grand-chose et puis et qui était inteigneux. Donc Savone qui fait le job dans un match a été assez prévisible, et donc mais même si les résultats sont prévisibles, il faut les valider dans l'eau. Et Savone ouvre sa campagne, en tout cas en faisant le job en Roumanie. Dernier match du coup de cette journée de Champions League, Ferencváros qui recevait Barceloneta. Et là, moi le score me laisse un peu perplexe d'un certain côté, parce que Barceloneta c'était deux équipes invaincues jusqu'à présent. J'avais une statistique, je crois que c'était 25 matchs en Coupe d'Europe, 25 victoires pour Ferencváros ou inversement, et 26 pour Barceloneta, pareil. Et là, petite fessée quand même, moi je dis comme ça, de Ferencváros à Barceloneta, 18-10. Il y avait 10-5 à la mi-temps, 18-10. J'aurais jamais vu un score de cette ampleur-là, même si c'est deux grosses écuries. Je pense que c'est quasiment, je rajouterais peut-être Olympiakos pour moi, les trois favoris pour gagner cette Champions League. Là, Barceloneta, il va falloir qu'ils se remettent un peu la tête à l'endroit, parce que je pense qu'eux aussi s'attendaient pas forcément à perdre de cette façon-là à Budapest. Il y a plusieurs choses. Je pense que, comme je l'ai dit, Oradea sera pas dans les 4. Et je pense quand même que Barceloneta, sur une double confrontation contre Savone, je pense que normalement il devrait s'en sortir. Donc Barceloneta et Ferencváros devraient normalement, je dis bien normalement, rallier le Final Four. Maintenant, Ferencváros, c'est une équipe qui est champion en titre. C'est eux qui ont gagné la Champions League l'année dernière en battant quand même Reco en finale. C'est une équipe qui a perdu à l'intersaison d'Enes Varga, qui était un peu son joueur emblématique, mais qui a rapatrié deux joueurs exceptionnels que sont Manertz, qui était donc à Marseille, et Marton Vamos, le gaucher tentaculaire qui est revenu d'Olympiakos. Si tu ajoutes à ça des étrangers que sont Mandic, Argyropoulos, et je vais faire un petit focus pour moi sur le meilleur joueur italien actuel, et ça fait bien une ou deux saisons que c'est le cas, Di Somma. Tout le monde parle de Di Fulvio, tout le monde parle de ces joueurs-là, mais Di Somma, c'est un monstre d'énergie, d'un contre-attaquant, un shooter, un joueur aussi un peu méchant des fois, mais un joueur très très fort. Tu mets Vogel dans la cage, on en reparlera aussi. Et puis autour de ça, tous les jeunes Hongrois qui progressent, Fekete, Nagy, Lodvig Vary. Alors ça veut pas dire que je m'attendais à un 18-10, c'est pas ça du tout, parce que Barcelona, c'est l'équipe d'Espagne. L'équipe d'Espagne quasiment, enfin tous les meilleurs joueurs de l'équipe d'Espagne jouent là, plus Vigvari comme étranger, plus le deuxième Hongrois. Donc je voyais pas ça, et puis Ferencváros a pris le lead dès le départ 3-0 avec un Vogel qui a écœuré un petit peu les Espagnols, puisqu'il fait le 7 arrêts en première période. 3-0, 5-3, 8-3, 10-5, tu l'as dit, fin de deuxième. Ferencváros a continué à étendre son leadership, puisqu'il y avait 16-8. L'entraîneur Zol Vargas permet le luxe de sortir
Le gardien Vogel, donc le gardien de l'équipe nationale, qui était jusque-là avec 13 arrêts à 60% d'arrêt. Tout à l'heure, j'ai parlé du match Novi Beograd-Marseille avec la difficulté actuelle d'être gardien, tellement ça part fort, vite, après des fixations. Bah lui, écoute, il n'a pas été trop dérangé par ça. 60%, c'est énorme hein, pour un gardien. C'est Oui, même, carrément, oui. c'est même prodigieux. Dissoma, donc qui fait 4 sur 4 au tir. Et comme tu l'as dit, une belle claque quand même pour les Espagnols qui s'attendaient à un déplacement évidemment difficile, mais je pense pas qu'ils s'attendaient à un -8. -8 à ce niveau-là, c'est une fessée. Bah, Ferencváros marque son territoire. Ils ont, comme je t'ai dit, ils sont champions en titre et je pense qu'ils comptent le rester évidemment. Ils ont fait les investissements qu'il fallait au mercato pour le rester et puis bah, ce mélange un peu de folie hongroise et puis de rigueur avec une qualité de tir. On en avait parlé avec Hugo Crouzilla dans le podcast. Hein. Une qualité de tir. J'ai pour les gens qui ont vu le match, je sais pas si tout le monde a vu le teston que Dissoma met à Aguirre, qui est quand même pas le premier venu, hein, Unai Aguirre. J'avais dit dans un podcast précédent que le polo, bah, il faut du shoot, hein, il faut savoir shooter vite, fort, précis. Tous ces matchs-là nous le démontrent. Hein. J'ai vu Perlainovic, j'ai vu Tchouk, j'ai vu Dissoma et d'autres encore. Et voilà, il faut absolument un shoot. Je dis aux entraîneurs de club, faites travailler les shoots à vos gamins parce qu'au final, c'est comme ça qu'on finit les actions et un joueur qui n'a pas de shoot, il peut pas être dangereux dans un match. Petit rectificatif, donc on avait Ferencváros avant ce match-là, 25 matchs, 25 victoires, 457 buts inscrits, une différence de but de plus 280. Et côté Barcelone, 23 matchs, 23 victoires, 418 buts inscrits et une différence de but de plus 228. Bon, avantage à Ferencváros, mais quand même pour montrer la mainmise de ces équipes-là jusqu'à présent. T'imagines, Christophe, 25 matchs européens de Champions League sans jamais connaître la défaite. Tu vois, on parlait, c'est pas la même chose, hein, mais on parlait des spirales. Au bout d'un moment, quand on est à 25 matchs européens sans défaite, quand tu joues ton 20, un jour la série va s'arrêter évidemment, mais quand tu joues ton 26e match, ton 27e match, t'as une confiance emmagasinée, des certitudes qui fait qu'à un moment donné, tu te rappelles quand on a fait le podcast avec Jérôme Fernandez, où à un moment donné, eh ben, il jouait tous les matchs pour plus les perdre. Il ne les perdait plus parce que t'as ce passé positif qui t'habite et quand à un moment donné, bah, t'as un petit vent contraire dans un match, t'as un petit coup dur, bah, tu sais que le coup dur, il va pas durer longtemps et que tu vas repasser devant. Et en fait, bah, voilà, c'est ça les cercles vertueux ou les cercles vicieux. En tout cas, des statistiques des deux côtés bluffantes jusqu'à cette magnifique victoire des Hongrois. Bah ouais, donc ça fait 26 pour Ferencváros et la série s'arrête pour Barceloneta. Juste, je voulais compléter en disant qu'on avait quand même dans la poule de Marseille des matchs qui se sont joués à un but, hein, des matchs serrés. Et là, dans cette deuxième poule, bah, plutôt des écarts assez importants. Même si, voilà, je pense que Barceloneta devrait quand même, après à suivre, hein, tu l'as dit, hein, et on le répète souvent, le match, ça se fait dans l'eau et pas devant un écran d'ordinateur. Mais je pense que voilà, les deux qui devraient passer pour moi dans cette poule, bah, Ferencváros, Barceloneta. Match intéressant quand même, le match retour, hein, qui sera la réception de Ferencváros par Barceloneta, qui peut être aussi intéressant, et ben, forcément le Savone Barceloneta qui peut être aussi un bon match à regarder. Ouais, c'est plus homogène, Christophe. C'est plus homogène dans la poule de Marseille. Ouais, parce que c'est difficile de pronostiquer. Tu as dit 2 matchs à un but. C'est difficile de pronostiquer ces résultats-là. Donc même Split chez lui, je ne vois pas Split finir par 3 défaites à la maison. Hein. Il faudra les gagner à Split, c'est jamais facile. Bijac, Fatovic, tous ces joueurs-là, c'est Marinic, Kragic. Donc c'est des terres où c'est difficile d'aller gagner. Et Olympiakos s'en sort bien, mais tu vois, d'un but. Donc ce sera compliqué partout. Ouais. Prochaine journée Champions League le 25 février, Marseille recevra Split, donc ça donnera un petit peu des éléments pour la suite de cette Champions League. Olympiakos recevra Belgrade, et dans l'autre poule, donc qui se jouera elle le 26 février, puisque ça se joue en décalage, un peu comme l'Euroleague aussi en basket. Barceloneta recevra Oradea, donc ça devrait leur
leur permettre de repartir vers la victoire. Et Savone recevra Ferencváros. Donc, est-ce que victoire les impérative. Hongrois resteront et feront une 27e journée, 27e victoire? Victoire impérative pour Marseille. Marseille, il n'y a plus le choix. Tu peux difficilement commencer ta campagne européenne 6 matchs si tu perds les 2 premiers. A fortiori, un des 2 à la maison contre l'adversaire réputé un petit peu, je vais pas dire le plus abordable, mais quand même, victoire indispensable et pas au penalty. Victoire, vraiment, faut prendre 3 points là. Si dans le même temps, d'abord ça mettrait Split à 0 points en 2 journées. Si dans le même temps Olympiakos avait la bonne idée de battre Belgrade, tu recollerais à Belgrade et ce serait quand même intéressant. Donc venez tous nombreux supporter boulevard Charles Livon à la piscine du Cercle, les Marseillais dans cette quête de leur première victoire de cette deuxième phase. Ouais. Voilà pour la page Champions League. Donc on passe côté Eurocup où des matchs très intéressants aussi avaient lieu. Donc on avait évoqué donc la dernière fois le 8e de finale aller. Ben là donc 8e de finale retour. C'était le 6 février. On commence donc par Vachash Barcelone et petite victoire pour moi. Et victoire pour Vachash puisqu'il s'impose 15-10 contre Barcelone. Donc j'ai gagné mon pari contre Frédéric et Vachash a su s'imposer à domicile et du coup écarte l'autre club, un des autres clubs de Barcelone en s'imposant 15-10 et en gagnant la première période 5-0. Donc c'est l'écart final de ce match. Un premier commentaire, Frédéric, ou on enchaîne les matchs? Ouais, bravo Christophe. J'avais joué la grosse cote quand même. J'avais pris un petit risque quand même de jouer Barcelone là-bas. Et puis comme tu l'as dit, alors je sais pas combien t'as donné aux Barcelonais pour gagner ton pari, mais 5-0 fin de première. Écoute, la messe était quasiment dite puisque le reste du match c'est fini à 10-10. Mais dans ces confrontations hyper serrées comme ça, tu peux pas te permettre de prendre un éclat aussi important que 5 buts. Et donc, le Vasas valide sa qualification après la défaite 11-10 du match aller. Deuxième match, Brescia-Hanovre. Alors, résultat surprenant quand même. Donc, match nul. Brescia-Hanovre, 11 partout. Mais Brescia qui s'était imposé à l'extérieur 15-12 dans le match précédent. Et là, qui a un peu géré son match malgré un score serré, notamment à la mi-temps, puisqu'on n'est qu'à 6-5. Ils auront pris un peu le large en troisième période en s'imposant 4-3 et Hanovre revient en fin de match en s'imposant 3-1. Voilà, Brescia, je pense qu'il n'y a pas trop forcé peut-être dans ce match. Hanovre qui jouait son va-tout, mais voilà, avec une défaite de 3 buts à domicile précédemment, laissez pas présager un bon résultat pour eux en Italie. Ouais, Brescia qui, quand tu as gagné 3 buts le match aller et que tu mènes au retour de 2 buts, tu es à plus 5. Donc, il n'y a pas eu le vent du boulet de la défaite pour les Italiens qui gèrent les affaires courantes comme ça, 11-11, tranquille, qui finissent. Et puis, les Italiens sont souvent assez pragmatiques et seule la qualif compte. Donc, ils avaient fait le 90% du boulot à l'aller, et donc il fallait finir. Et Hanovre qui s'en tire assez bien, qui finit sur une bonne note en allant chercher ce match nul. Troisième match, Radniki-Dubrovnik. Donc pour rappel, Radniki s'était imposé à l'extérieur assez facilement 9-15. Et là, il s'impose une nouvelle fois 14-13. Avec un match assez débridé en milieu de match, puisque Radniki prend la deuxième période 6-1. Donc ce qui nous faisait un score de 9-3. Et Dubrovnik qui a lâché les chevaux en troisième période puisqu'il s'impose 7-2 et du coup on finit à 3-3. Radniki qui avait assuré sa victoire pour les quarts de finale dès le match aller, donc voilà, je pense qu'ils ont géré. Et on l'avait dit aussi, Radniki qui aura une belle écurie pour l'année prochaine, et je pense qu'ils veulent déjà aussi asseoir quelques résultats européens dans cette démarche-là. Ouais, Radniki qui a déjà fait un bon recrutement parce que Jaksic joue là-bas, Drazovic joue là-bas, Strajnia Razovic joue là-bas aussi, donc 3 champions olympiques. Ils vont avoir Perlainovic qui va les rejoindre l'année prochaine. Donc une équipe qui avait déjà fait le job à l'aller, 15-9 à l'extérieur, il faut quand même un cataclysme pour que tu ne te qualifies pas au retour.
Et puis valide une petite victoire, 14-13, mais une victoire quand même. Donc la logique est respectée, 2 matchs de victoire pour Aniki qui avance vers le tour suivant. Ouais, qui passe en quart de finale. J'avais donné un petit peu tous les quarts possibles, on verra si ça se confirme. Sabadell Ortija, donc Sabadell qui s'impose 13-7, donc un match voilà, sans surprise, il s'était déjà imposé à l'extérieur. Donc Sabadell aussi, belle écurie, belle équipe espagnole. Non, Sabadell qui avait créé pour moi une petite surprise en allant gagner 13-10 à Ortija. C'est jamais facile d'aller gagner en Italie. Et puis là, qui leur met 13-7 au retour, donc qui confirme leur suprématie dans cette double confrontation. Sabadell, une équipe intéressante avec notamment Bowen, qu'on avait suivi, l'Américain qu'on avait suivi quand il était à Noisy-le-Sec, Averka, des joueurs comme ça. Donc une équipe solide, et qui valide son billet avec 2 victoires quand même probantes sur Ortija. Ortija, qui est une équipe du top 4, on va dire, italien, Recco, Brescia, Savone, et Ortija, des fois Trieste, mais une équipe assez solide quand même du championnat italien. Oui, petite parenthèse, Sabadell aussi qui marche bien avec son équipe féminine, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe aussi. Ouais. Match suivant, donc Jadran Erceg-Novi, donc qui était dans la poule marseillaise au premier tour, et Sabatch qui était dans la poule strasbourgeoise, un en Champions League et l'autre en Euroleague. Là aussi, on pourrait penser que c'est un bug, mais victoire de Jadran 5-4. Il s'était aussi imposé à l'extérieur, donc un match sans trop d'enjeux pour eux, hein, mais bon, après, il fallait s'en méfier quand même, mais voilà, petit score, contrairement un petit peu à tous les scores qu'on évoque depuis tout à l'heure. Petit score et victoire, donc 2 victoires pour Jadran, qui passe du coup en quart de finale. Match indécis, puisqu'il s'était soldé par un match nul à l'aller 16-16, Primorac qui recevait BVSC, donc l'équipe hongroise. Et là, match indécis aussi presque jusqu'au bout, même si je pense que Primorac avait pris l'avantage, puisque il s'impose, donc on avait 17-16, à la mi-temps un 9 partout, donc rien n'était fait. Mais la troisième période a été rédhibitoire pour l'équipe hongroise, puisque Primorac s'impose 7-3. Et même s'ils voient l'équipe hongroise revenir dans la dernière période, l'essentiel était fait et ils ont géré leur fin de match pour du coup se qualifier pour les quarts de finale. Ouais, on venait de parler de Jadran Erceg-Novi, Sabatch à 5-4, donc peu de buts. Là, il y en a eu 33, il y en avait 32 au match aller. Donc des équipes, alors soit des défenses moins bonnes ou des attaques prolifiques. Kotor, entraîné par la légende du polo yougoslave Mirko Vicevic. Kotor qui se sort de ce piège hongrois. C'est toujours difficile, les équipes hongroises. 16-16, 17-16. Écoute, un mano à mano très serré. Puis comme tu l'as dit, Primorac qui se détache en troisième, mais qui a vu quand même les Hongrois revenir et puis qui passe ce tour-là. Donc on aura une deuxième équipe monténégrine après Jadran Erceg-Novi à se qualifier à ce stade de la compétition. C'est à souligner aussi. Tout à fait, merci Frédéric. Autre match, donc Steaua qui recevait le Mladost. Victoire du Mladost à l'extérieur, mais bon pareil, hein, match aller à sens unique pour Mladost qui s'était imposé 18-11 et là qui s'impose à l'extérieur. Bon, 8-8 à la mi-temps, mais je pense que la victoire finale était acquise pour Mladost, donc ils se sont déplacés juste pour assurer l'essentiel. Dernier match de cette Eurocup, 8e finale retour, et là, quelque chose d'assez surprenant, victoire à l'extérieur donc de Recco contre Tbilissi, les Géorgiens, exactement sur le même score que le match aller, 17-5, donc du coup ça nous fait un 34-10, mais exactement le même score, pas le même déroulé des périodes, mais au final, Recco s'impose très facilement et assure son passage sur les quarts de finale. Ouais, un copier-coller, comme tu dis, assez rare, mais évidemment, Recco est largement au-dessus de Tbilissi. Donc, écoute, Recco qui valide son billet, qui a des ambitions évidemment dans cette Coupe d'Europe, des ambitions d'aller tout en haut, d'aller la décrocher. Et puis, tu veux passer au tirage au sort des quarts de finale ?
Oui, ben on les connaissait plus ou moins déjà, à part Primorac, mais tous les autres étaient presque connus. Donc on a un Mladost Jadran Erceg-Novi, un Breccia Radniki, un Vasas Reko et un Sabadell Primorac. Des matchs qui nous laissent entrevoir de belles confrontations dans tous ces bassins. Il y aura une belle bataille, je pense, entre le Mladost et Erceg-Novi. Je pense que le Mladost est quand même favori de cette double confrontation. Breccia Radniki va être très intéressant. C'est très difficile. Je vois un petit avantage quand même à Radniki qui recevra au retour et puis qui a une équipe quand même assez solide. Brescia, c'est pas le Brescia quand même d'il y a 2-3 ans qui avait remporté le championnat d'Italie avec Jokovic, avec Vlachopoulos. Ils ont perdu du monde entre-temps. Vasas Reko, ce sera quand même déséquilibré parce que je vois quand même Reko l'emporter malgré tout assez facilement. Et Sabadell Kotor, ça va être un match aussi à la maillotche parce que Kotor recevra au retour. Kotor s'en laissera pas compter. Sabadell, c'est une équipe qui est capable de faire la différence à l'aller, pas de manière définitive, mais des matchs. On aura 3 matchs indécis et un match un peu plus pas prévu d'avance, mais un peu plus relax entre guillemets. Même si on respecte le Vasas, mais Reko est une écurie quand même supérieure au Vasas sur cette compétition. Oui, complètement. Et moi je vois bien. Alors j'ai pas vu si c'était effectivement en match aller-retour. Oui, je crois que oui. Oui, c'est en match aller-retour puisque les quarts de finale se joueront donc en match aller-retour. Match aller le 27 février et match retour le 20 mars. Je vois bien quand même donc Mladost s'imposer à domicile, Brescia aussi, je mettrai une petite pièce sur Brescia à domicile. Reko, je pense, s'imposera à Vasas dans un match aller-retour aussi, oui, je pense qu'ils s'imposeront. Et Sabadell pour le premier match à domicile, pour moi, devrait s'imposer. Au retour, ça sera peut-être plus serré. Ce qui pourrait donner en demi-finale, mais bon, là on a encore 2 matchs à disputer, mais peut-être un Mladost Brescia et puis peut-être un Pro Reko Sabadell, si je devais me mouiller. Voilà, on a débriefé pas mal de matchs, on arrive à la fin de cet épisode, on espère que tous ces résultats vous auront mis à jour, que ça soit en championnat ou en Coupe d'Europe. On vous invite à vous rendre dans les bassins pour suivre toutes ces confrontations et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Merci Frédéric. Merci à tous, ciao. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.